Pendant un siècle, donc, les deux jeunes sciences sociales que sont l'anthropologie et la sociologie n'ont pas inscrit la violence dans leur corpus. Chercheuses et chercheurs n'y ont pas été attentifs ou n'ont pas voulu l'être, alors même qu'elle était omniprésente dans leur environnement, du proche au lointain, du privé au public, des homicides au génocide, des abus sexuels aux conflits internationaux. Les raisons de cette cécité sont complexes, on l'a vu. Premièrement, la manière dont ces disciplines se sont constituées autour de théories supposant la cohésion et l'unité des sociétés, étudiant les institutions du point de vue de leur rôle dans le maintien de cette cohésion, analysant les structures comme les fondations de cette unité, en somme, autour de théories destinées à comprendre la production et la reproduction de l'ordre social, conduisait à écarter tout ce qui relevait du désordre ou bien à rechercher les mécanismes par lesquels ce désordre était corrigé. Deuxièmement, la façon dont était pensée la modernité et l'identité de progrès et l'idée de progrès politique et moral à travers l'extension des régimes démocratiques et l'avancée des droits humains, dont le corollaire était la pacification des relations sociales, la civilisation des mœurs et l'adoucissement des passions sous le contrôle de l'État, participaient d'une invisibilisation de ce qui aurait pu, au contraire, aller s'opposer à cette représentation irénique, pourtant mise en défaut par l'effet des guerres coloniales aux luttes sociales. Et troisièmement, la composition sociale des deux disciplines, avec principalement des hommes blancs appartenant aux classes moyennes et supérieures, entretenant volontiers des relations avec les pouvoirs, rendait probablement ces chercheurs moins sensibles à des phénomènes dont les femmes, les minorités, les colonisés pouvaient faire l'expérience. Autrement dit, l'épistémologie de l'ignorance, pour reprendre la formule de Charles Mills, ou l'épistémologie du déni, comme le suggérait Stéphane Audouin-Rousseau il y a un moment, trouvait sa source dans des logiques multiples ayant à voir avec les paradigmes théoriques du fonctionnalisme au structuralisme, avec les représentations du monde, ordinaires aussi bien que savantes, et avec la sociographie des personnes dans lesquelles s'incarnaient ces savoirs. Si j'ai ainsi insisté sur l'absence de la violence dans la littérature des sciences sociales jusque dans les années 1970-1980, ce n'est pas pour esquisser une histoire intellectuelle, ambition qui dépasse le cadre de ce cours, mais pour rappeler combien cette histoire influe sur notre connaissance des sociétés, dont le positivisme nous fait pourtant croire qu'elle est le simple reflet d'une réalité déjà là. En fait, même avec les instruments conceptuellement et méthodologiquement élaborés de l'anthropologie et de la sociologie, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, parce qu'on ne le veut pas ou parce qu'on ne le peut pas. Mais il y a aussi la manière dont on voit les choses. Elle procède toujours d'une sélection et d'une interprétation. Il n'existe qu'une vision perspective, écrivait Friedrich Nietzsche dans la troisième dissertation de la généalogie de la morale. Il n'y a qu'une connaissance perspective. C'est donc ce que je vais explorer à partir de quelques ouvrages d'anthropologues et de sociologues pour montrer comment, non sans tâtonnement ni ambiguïté, s'est ébauché le champ des études sur la violence. Je me concentrerai sur des ouvrages très importants de ces deux disciplines. Si les sociologues ne se sont intéressés à la violence que tardivement, soit dans le dernier quart du XXe siècle, il y a tout de même eu parmi eux également quelques exceptions, notamment aux États-Unis. Elles sont à la fois marginales et importantes. Marginales car ces recherches ne portaient pas sur la violence en tant que telle, mais s'inscrivaient dans le champ d'une part des études urbaines autour de la déviance et d'autre part des études criminologiques sur la police et la prison. Mais importantes également car elles anticipent un domaine, la sociologie de la violence, et développent une méthode, l'enquête ethnographique, qui joueront un rôle important dans la discipline. Dans la sociologie états-unienne, l'école de Chicago occupe une place à part pour au moins deux raisons. Premièrement, elle est la seule qui soit aussi fortement associée au nom d'une université et d'une ville. On parle rarement de l'école de Harvard pour désigner la tradition développée autour de Talcott Parsons, ou de l'école de Columbia pour évoquer l'équipe constituée auprès de Robert Merton.
Deuxièmement, il n'y a en fait pas une, mais deux écoles de Chicago, ou deux moments bien distincts de son histoire. Le premier dans les années 1920-1930, autour de William Thomas, Robert Park, Ernest Burgess, Louis Wirth, et le second autour des décennies 1950 et 1960, autour d'Erving Goffman, Howard Baker, Everett Hughes, Anselm Strauss, même si en fait la plupart de ces derniers rejoignirent rapidement d'autres établissements académiques. L'école de sociologie de Chicago a bénéficié d'une conjoncture particulièrement favorable liée à la création en 1992 de l'Université de Chicago, qui fut la première à être orientée vers la recherche quand les autres l'étaient surtout vers l'enseignement, et qui bénéficia à ce titre d'une manne de 35 millions de dollars de l'époque de la Fondation Rockefeller au cours de ces 2 premières décennies. Le département de sociologie qui est né en même temps que l'université, devint rapidement le centre de la discipline aux États-Unis. Le sociologue d'origine mexicaine de l'université Southern Methodist, Anthony Cortez, parle de ce qui était alors une, je le cite, hégémonie de l'école de Chicago. Pendant cette période faste, de nombreux travaux furent publiés, ayant en commun d'une part une approche principalement qualitative basée sur des entretiens, des observations, l'analyse documentaire, mais intégrant aussi de plus en plus des données quantitatives, et d'autre part une démarche inductive faisant dériver la conceptualisation des données recueillies plutôt que de la poser a priori et de tenter de la valider ensuite dans les faits, comme le pratique la démarche déductive. La principale critique qui a d'ailleurs été faite à cette école à partir de la montée en puissance dans les années 1940 de la pensée fonctionnaliste, selon laquelle la société était un système dont les institutions servaient à maintenir la stabilité, nous l'avons vu, est d'avoir privilégié, donc cette école de Chicago, la dimension empirique en ne fondant pas un corpus théorique. Alors ce reproche est en partie injuste, dans la mesure où, sous l'influence de George Herbert Mead et de son élève Herbert Blumer, la microsociologie pratiquée à l'Université de Chicago s'appuyait sur l'interactionnisme symbolique, selon lequel les êtres humains agissent en fonction du sens qu'ils donnent aux choses et qu'ils élaborent dans leur interaction les uns avec les autres. C'est dans ce cadre qu'a été réalisée donc une série d'enquêtes sur les sous-cultures urbaines déviantes, dont certaines intégraient la question de la violence. 2 thèses en particulier, réalisées au sein du département de sociologie, sont notables. Dans les années 1920, Frederick Thrasher, qui est un élève de Robert Park, conduit une enquête sur les phénomènes de bande dont le titre du livre qu'il en tire en 1927 donne la mesure de l'ambition d'exhaustivité. The Gang, A Study of 1313 Gangs in Chicago. L'ouvrage rassemble donc des données concernant plus de 1300 bandes d'adolescents et de jeunes, principalement de sexe masculin, vivant dans les quartiers pauvres, souvent d'origine étrangère, notamment polonaise, italienne et irlandaise, avec une minorité de Noirs états-uniens. Il est construit autour d'une série de thèmes concernant la typologie et la structure des gangs, les activités de leurs membres, qui vont du vol à l'étalage à la collecte de rebuts, du jeu d'argent aux soirées de gaudriole, et les relations avec la police et les responsables politiques, allant de la répression à la protection, avec une alternance de descriptions et d'extraits d'entretien. Un chapitre entier est consacré à la guerre des gangs, qui est au cœur de la vie de ces bandes. Les rixes se produisent au sein du groupe, ou surtout entre groupes, et dans ce cas donnent lieu à des batailles rangées de plusieurs centaines de membres à la suite de défis, d'enjeux de territoire, d'attaques ou de déprédations par des rivaux, avec un principe général de représailles selon lequel, je cite, un meurtre d'un côté appelle un meurtre de l'autre. Mais significativement, le mot violence, violence, n'apparaît quasiment jamais dans le texte et n'est pas non plus présent dans l'index. Il est question de conflits, de crises, de traitements brutal et inhumains, ou encore plus factuellement de meurtres, de fusillades, de bagarres, de passages à tabac et même d'agressions des femmes, par quoi il faut entendre des viols, dans certains cas collectifs. Tout se passe comme si l'étude de la violence en tant que telle n'avait pas sa place dans un livre de sociologie, peut-être parce que c'est une notion trop abstraite et polysémique, puisqu'elle renvoie aussi bien
lorsqu'on lit les dictionnaires de l'époque, à une dimension physique, l'usage de la force, qu'à une composante morale, la commission d'un outrage, aussi bien à un trait psychologique, le caractère impétueux, qu'à une définition juridique, le recours illégal à la contrainte. C'est ce qu'on trouve dans le Webster Complete Dictionary of English Language de 1886 ou le Dictionary de l'Oxford, l'Oxford Dictionary of Current Language de 1919. De fait, ce qui intéresse Frederick Thrasher, ce sont les relations entre les individus et le sens qu'ils donnent à leurs actions. Je le cite, « Il n'est pas seulement nécessaire d'étudier le délinquant comme une personne pour unique objectif de le comprendre, écrit-il, il est aussi crucial de le traiter comme une personne dans chaque situation pratique, ce qui signifie en tant qu'il est membre de différents groupes, pas seulement le gang, mais aussi la famille, le quartier, l'école, l'Église, le milieu professionnel. L'intéressant paradoxe est cependant qu'alors même que la recherche porte sur la déviance et le fait de l'aborder comme une sous-culture, celle des gangs, elle tente à privilégier la cohérence, voire la stabilité de ces groupes aux marges de la société. C'est près de 2 décennies plus tard, au début des années 1940, que le sociologue états-unien de l'université de Cornell, William Foote White, qui a lui aussi fait son doctorat dans le département de sociologie de Chicago, notamment avec Lloyd Warner et Everett Hughes, conduit ses recherches également sur la déviance, cette fois dans un quartier italien pauvre qu'il désigne d'un toponyme inventé, Cornerville, en référence au titre du livre qu'il publie en 1943, Street Corner Society, qui deviendra un classique des études urbaines. À la différence de son prédécesseur, il vise moins à couvrir l'ensemble des gangs d'une ville qu'à en analyser un quartier où il a vécu plus de 3 ans, en y pratiquant l'observation participante et en focalisant sur certains personnages. Il est question d'un côté de Doc et de Chick, de leurs lieutenants et de leurs acolytes. L'auteur les appelle les Corner Boys, garçons du coin, parce qu'ils se réunissent toujours au même coin de rue. Et il les voit comme des little guys, des petits gars, parce qu'ils sont engagés dans de petits délits. Mais de l'autre côté, Tony Cataldo, le racketteur, et George Ravello, le sénateur, qui exercent un contrôle pour le premier sur le monde des affaires, notamment dans les paris de course de chevaux, et pour le second sur la politique locale et sa corruption, eux sont les big shots qui se servent des corner boys pour mener à bien leurs activités. Alors cette division du travail illégal, comme vous le voyez, pour paraphraser la formule durkheimienne, donne lieu à 2 types d'usage de la force. Parmi les Little Boys, il s'agit principalement de défis, comme on l'a vu tout à l'heure, donnant lieu à des combats au poing entre des prétendants à la chefferie du gang. Parmi les Big Shots, il peut s'agir de meurtres dans le cadre de contestation de territoire, d'empiètement sur des trafics et de règlement de comptes. Cette fois, dans l'index, le mot « violence » apparaît, mais comme en négatif, puisque dans le texte, il est utilisé uniquement pour expliquer que les truands impliqués dans les rackets et les paris, de même que les policiers qu'ils corrompent, ont intérêt, pour que leurs affaires prospèrent, à empêcher que ne surviennent des violences. Ainsi, bien qu'omniprésente dans le quotidien de ce quartier italien, des gangs aux mafias, la violence demeure comme en filigrane de l'enquête. On ne doit toutefois pas s'en étonner dans la mesure où, comme l'écrit William Foote White dans sa conclusion, ce qu'il cherche à comprendre, c'est la hiérarchie des relations personnelles basées sur un système d'obligations réciproques. Et ce qu'il veut montrer, c'est que, contrairement à l'idée commune, le problème de ces bandes n'est pas un manque d'organisation sociale, mais l'échec de cette organisation à s'articuler avec la structure de la société qui l'entoure, du fait notamment des discriminations à l'encontre des personnes d'origine italienne, puisque c'est le quartier dans lequel il a travaillé. Une fois encore, la perspective est celle de l'intégration sociale, voire de la désintégration sociale, qui fonctionne dans le quartier, mais non dans la ville entière. En somme, dès les années 1920, l'école de sociologie de Chicago, par ses études sur la déviance et sur les gangs, aborde les phénomènes violents du monde urbain à travers un travail ethnographique qui permet d'en appréhender les logiques sociales, sans pour autant traiter de la violence en tant que telle.
Il est bien question de rixes, de meurtres, de viols et même de guerres urbaines, mais ces faits sont vus sous l'angle des interactions sociales dans des milieux populaires, tout comme le sont les activités ludiques, les échanges amoureux, les liens de solidarité, les recherches d'emploi et les pratiques de corruption. C'est en fait autour de deux thèmes de recherche singuliers que vont se développer dans les années 1950 les premiers travaux se donnant véritablement la violence pour objet. Il s'agit de la police et de la prison. Remarquable renversement de perspective, la violence n'est plus ici du côté des citoyens mais du côté de l'État, renversement qui marque les débuts d'un renouveau de la criminologie dont l'objet n'est plus seulement de contribuer à l'étude et au contrôle du crime et des criminels, mais aussi de porter un regard clinique, lucide et critique sur les institutions chargées de sa répression. La thèse de William Wesley, soutenue en 1951 dans le département de sociologie de l'Université de Chicago, n'est publiée que 2 décennies plus tard sous le titre « Violence and the Police ». Bon, violence, c'est bien là. C'est un ouvrage pionnier, à la fois parce qu'il repose sur une rigoureuse enquête de terrain sur les forces de l'ordre dans une petite ville, probablement du Midwest parce qu'elle est anonymisée, et parce qu'il inaugure un questionnement de la violence qui deviendra un demi-siècle plus tard central dans la criminologie états-unienne. Il est d'ailleurs notable que dans la même période, une autre enquête sur la police est conduite, cette fois en Écosse, par un anthropologue de l'université d'Edinburgh, Michael Banton, qui se focalise au contraire sur l'activité d'agents vus comme de véritables gardiens de la paix, sur le rôle de défenseurs du bien public, sur leur image positive dans la population. Et on a là une illustration du contraste entre deux traditions, celle du Bobby britannique, réputé amical, et celle du cop états-unien, perçu comme agressif. Au départ, William Wesley s'intéresse de manière assez générale à ce qu'est la vie des policiers, leur histoire familiale, les raisons de leur choix de ce métier, les associations dont ils sont membres, les livres qu'ils lisent, les radios qu'ils écoutent. Mais sa présence dans le commissariat lui permet d'assister aux scènes qui s'y déroulent et à plusieurs reprises, il a l'occasion de sortir en patrouille à pied ou dans un véhicule. Il se rend compte alors de la banalité des pratiques violentes à l'encontre des personnes interpellées qui appartiennent le plus souvent à des minorités afro-américaines. Il évoque alors le contraste, je le cite, entre les vies de ces hommes décents, humbles, urbains, qui ont habituellement une femme, des enfants, une petite maison, et leur vie comme policiers engagés dans des relations d'antagonisme avec la communauté. Fin de citation. Il décide donc d'explorer plus avant cette violence du côté tant de la communauté que des policiers. Au sein de la première, la communauté, il constate que dans leur majorité, les avocats, les travailleurs sociaux, les notables locaux afro-américains qu'il interroge lui dépeignent les forces de l'ordre comme brutaux, inefficaces, malhonnêtes et corrompus. Certains rapportant des scènes au cours desquelles des hommes noirs sont durement frappés. Parmi les seconds, donc les policiers, il entend des récriminations et des doléances à l'égard du public qu'ils disent leur être hostiles, les 3/4 d'entre eux affirmant même qu'il les hait, ce qui les amène à faire corps, y compris en gardant le secret quand ils sont témoins d'exactions de leurs collègues. La construction de la communauté qu'ils sont censés servir comme étant leur ennemi, assortie de préjugés racistes sur les hommes noirs, je cite, à peine sortis de la jungle, incomplètement développés mentalement, dépourvus de sens moral, criminels nés, sert ainsi de justification à leur usage disproportionné et injustifié de la force. Dans un article souvent cité, William Wesley, entre-temps devenu professeur à l'université de McGill, résume ainsi son analyse de la brutalité de la police dans ses interactions avec son public et notamment des sévices exercés lors des interrogatoires, ce qu'on appelle en anglais « third degree », et qui s'apparentent à de la torture. Je le cite, « Dans la mesure où ce sont des violations de la loi par des agents chargés de faire appliquer la loi, il constitue un problème sérieux pour la société, mais également intrigant pour la sociologie. » Fin de citation. Ces observations sur le terrain l'amènent à affirmer que, je le cite encore, le policier recourt illégalement à la violence parce que cet usage est vu comme étant juste, acceptable et parfois attendu par ses collègues, et parce qu'il constitue un moyen efficace
de résoudre des problèmes en renforçant le statut et l'estime de soi partagés par tous. » Fin de citation. La violence n'est donc pas seulement légitimée par l'animosité supposée du public, elle légitime aussi en retour l'activité des forces de l'ordre. Cette analyse montre comment la police détourne sa mission de représenter le monopole de la violence légitime, physique légitime de l'État. Ainsi, William Wesley confronte la théorie weberienne de l'État, qui a conduit nombre de sociologues à ignorer précisément les violences policières, à sa traduction empirique d'usage de la violence non seulement illégitime, mais également illégale. Sa thèse a été validée par nombre de recherches ultérieures. L'ouvrage du sociologue états-unien de l'Université de Virginie, Gresham Sykes, The Society of Captives, la Société des captifs, publié en 1958, éclaire une autre institution répressive, la prison. Il s'appuie sur une recherche conduite dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité du New Jersey, dont la population était composée presque en égale part d'auteurs d'homicides, de cambriolages et de vols avec agression. On était alors à la veille du tournant punitif qui allait faire des États-Unis le parangon de l'emprisonnement de masse. Cette enquête n'était pas tout à fait la première consacrée au monde carcéral, puisqu'une autre avait été réalisée dans la prison d'une petite ville minière de l'Illinois par le sociologue Donald Clemmer, qui deviendra plus tard directeur de l'administration pénitentiaire de Washington, D.C. Son livre, The Prison Community, la communauté de la prison, paru en 1940, traite des relations sociales au sein de l'institution, mais n'aborde la question de la violence ni du côté des surveillants, dont il est simplement dit au détour d'une phrase qu'il trouve parfois nécessaire d'administrer des châtiments brutaux, ni du côté des détenus, comme le montre le chapitre dédié à la sexualité, décrite selon une échelle supposée de perversion, c'est le terme, depuis l'auto-érotisme jusqu'à l'homosexualité assumée, sans référence dans ce dernier cas à l'usage de la contrainte, pourtant souvent prévalente dans l'univers carcéral. La violence est en revanche bien présente sous la plume de Gresham Sykes. Elle est dans les agressions physiques ou sexuelles auxquelles sont exposés les prisonniers de la part d'autres prisonniers. Elle est aussi dans la manière dont les consignes reçues par les surveillants sont de ne jamais frapper un détenu avec les mains, mais seulement avec l'aide de la matraque. Elle est aussi dans la façon dont les multiples restrictions imposées sans raison apparente ne procèdent pas de la nécessité de sanctionner des infractions, mais de la volonté d'affirmer le pouvoir inconditionnel des autorités pénitentiaires. Élément nouveau, la violence est longuement discutée du point de vue des souffrances éprouvées du fait des nombreuses privations qui excèdent de beaucoup celles de la liberté, allant de l'autonomie à la sécurité, des biens les plus ordinaires aux services les plus indispensables, toutes privations qui n'ont pas de cause légitime et dont le seul but est d'infliger des tourments. Du reste, à la fin du livre, l'auteur analyse longuement 2 émeutes survenues dans la prison. Alors on dit « riots » en anglais, et on euphémiserait dans le langage de l'administration française en parlant de « mouvement ». Et donc, 2 émeutes qui sont précisément en réaction à ces injustices ressenties. La première sous la forme d'un charivari, avec des destructions de matériel dans les cellules et à la suite du refus de la direction d'amener à l'hôpital un détenu qui se tordait de douleur au sol. La seconde, plus grave, avec prise d'otages et dommages importants dans la salle d'imprimerie où les mutins s'étaient enfermés, s'accompagnant de revendications variées. Non seulement ces protestations minutieusement rapportées représentent des formes de violence du monde carcéral, mais pour Gresham Sykes, elles illustrent la thèse générale de son ouvrage, à savoir, je le cite, que l'institution pénitentiaire ne peut pas exister longtemps dans la situation extrême d'un pouvoir complet et total placé aux mains de son administration, et ce d'autant que cette dernière ne dispose pas des moyens et des compétences pour mettre en œuvre ce pouvoir. Et donc, selon lui, ayant obtenu certains résultats par leur mobilisation, la première fois avec l'hospitalisation du malade et la seconde fois avec la création d'un conseil de détenus pour faire entendre leurs doléances, les émeutiers ont inversé le rapport de force en leur faveur. Ce sont là, bien sûr, de modestes victoires dont l'évolution de la condition carcérale aux États-Unis dans les décennies suivantes montre qu'elles ont été sans lendemain. Quoi qu'il en soit, avec cette recherche, la prison se trouvait reconnue, de même que la police,
comme un lieu de violence d'État, puisque dans les deux cas, il s'agissait bien d'instances chargées d'appliquer la politique répressive de l'État, en l'occurrence l'État du New Jersey, puisque les États-Unis sont un pays d'État fédéral. Ainsi que l'écrit Gresham Sykes dans un article ultérieur, on assiste dans les années 1950 et 1960 à l'avènement d'une, je le cite, criminologie critique, en réaction contre la traditionnelle criminologie positiviste hégémonique pendant plus d'un siècle. Il la caractérise par 4 renversements dont il importe d'ajouter qu'ils s'appuient sur des enquêtes ethnographiques à chaque fois. Premièrement, les théories individualistes et psychologiques d'explication de la criminalité sont remplacées par des théories sociologiques. Deuxièmement, les institutions en charge de la prévention et de la sanction du crime n'agissent pas de manière efficace et neutre, mais poursuivent d'autres objectifs que ceux affichés, à commencer par la défense des intérêts de leurs agents et le maintien du statu quo dans la société. Troisièmement, la loi pénale ne peut plus être présentée comme l'expression d'une moralité consensuelle, mais correspond à la vision que les classes dirigeantes parviennent à faire reconnaître comme seule légitime parce qu'elles en sont les bénéficiaires en matière de propriété notamment. Et quatrièmement, enfin, les statistiques pénales sur lesquelles les politiques s'appuient pour justifier leurs décisions ne sont pas un reflet fidèle de la réalité des infractions commises, mais résultent de choix faits par la police, soit de montrer au public son efficacité par des chiffres en baisse, soit à l'inverse, de demander au gouvernement des ressources supplémentaires par des chiffres en hausse. La criminologie critique révèle ainsi comment l'étiologie, cause, et la quantification, statistique, du crime sont construites et comment les institutions et la loi qui le répriment sont légitimées. Alors, au cours de cette même période, les premiers travaux anthropologiques portant sur la violence sont loin de faire preuve du même souci d'analyse critique. Toujours à la recherche qui a longtemps prévalu dans la discipline des populations les plus lointaines, les plus isolées, autrement dit les plus primitives, comme on le disait encore, les chercheurs y projettent leurs imaginaires et leurs idéologies. Ainsi, dans les années 1960, Napoleon Shannon et Colin Turnbull conduisent des recherches sur ce thème, l'un en Amérique latine parmi les Yanomami, l'autre en Afrique subsaharienne parmi les Ikh. Leurs ouvrages, dont les 2 titres originaux se font étrangement écho, The Fierce People, les gens ou les peuples cruels, et pour le premier, et The Mountain People, le peuple de la montagne, pour le second, suscitent dans les décennies suivant leur parution de vives controverses au sein de leur discipline, tout en rencontrant un public nombreux et enthousiaste. Ils offrent un troublant contrepoint à la vision souvent apaisée de ces sociétés, telle qu'elle est représentée par nombre d'auteurs classiques, en se complaisant à l'inverse dans une exotique pornographie de la violence. Le livre de l'anthropologue états-unien de l'Université de Californie à Santa Barbara, Napoleon Shannon, publié en 1968, connut une fortune exceptionnelle, puisque près d'1 million de copies en furent vendues, et divisa profondément l'anthropologie états-unienne, puisque le rapport de la Task Force, convoqué par ses représentants à la suite d'accusations graves formulées par un journaliste, fut désavoué une décennie plus tard par le vote de plus d'1 millier de membres de l'organisation de l'anthropologie états-unienne. Comme le titre de l'ouvrage l'indique, Napoleon Shannon dépeint les Yanomami, à la frontière du Brésil et du Venezuela, comme un peuple féroce, les hommes étant vindicatifs et belliqueux, frappant leurs compagnes, se battant entre eux, attaquant des villages voisins, organisant des rapts, vivant, dit-il, dans un état de guerre chronique. Dans un article publié 20 ans plus tard dans la prestigieuse revue Science, il affirme même de façon précise que chez les Yanomami, près de la moitié des hommes ont participé au moins à un homicide, qu'environ 1/3 des morts masculines sont dues à la violence, et que ceux qui ont tué ont plus d'épouses et une progéniture plus nombreuse que les autres, ce qui montre, selon lui,
je le cite, que le succès culturel conduit au succès biologique, autrement dit, que l'affirmation de leur masculinité par leur performance belliqueuse assurait aux meurtriers ce qu'il appelait un avantage reproductif. Sur le terrain, lors de ses enquêtes, il se montrait lui-même agressif et outrageant, convaincu que c'était la seule manière de se comporter à l'égard des Yanomami, et par un jeu pervers autant que raciste, il les admonestait quand ils quémandaient de la nourriture, subtilisait leur hamac pour se venger de leur larcin, les mettait en colère en allant ostensiblement se renseigner sur leur compte auprès de leurs ennemis ou en prononçant devant eux le nom de récents défunts à l'encontre de l'usage en matière de respect du haut mort. En réalité, comme le montraient des travaux ultérieurs dont l'anthropologue états-unien Robert Borowski a tiré les principaux enseignements, Napoleon Changen développait des tactiques pour provoquer ses interlocuteurs, aiguisait le ressentiment d'un groupe contre un autre, exacerbait les jalousies et les rivalités en prenant parti en faveur des uns ou en offrant des cadeaux à d'autres. Alors que des ethnologues venus après lui décrivent les Yanomami comme un peuple pacifique, il en a popularisé l'image défavorable dans un temps où ils étaient pourtant menacés par les colons et par les orpailleurs. Ces écrits ont d'ailleurs donné lieu à des réactions d'hostilité de la part des Yanomami et des autorités vénézuéliennes qui le déclarèrent indésirable dans leur pays. Mais le sensationnalisme exotique de ces récits, sa confirmation de préjugés évolutionnistes et sa promotion de thèses sociobiologiques lui ont valu l'estime d'une partie du monde scientifique états-unien, puisqu'il a été élu à la National Academy of Sciences, aux grandes dames de son célèbre collègue Marshall Salins, qui en démissionna bruyamment. Le livre de l'anthropologue d'origine britannique à la Virginia Commonwealth University, Colin Turnbull, publié en 1972, a connu lui aussi un succès populaire, y compris en France d'ailleurs, où il a été publié dans la collection Terre humaine de Jean Mallory et représenté sur une scène théâtrale par Peter Brook. C'est dans des circonstances à la fois fortuites et dramatiques que son auteur a mené cette recherche. Fortuite car il souhaitait prolonger ses enquêtes auprès des Pygmées du Congo, dont il appréciait la sociabilité, mais il dut y renoncer à cause de l'instabilité de la région et se rendit donc dans le nord de l'Ouganda, où son expérience parmi les Hik lui parut très éprouvante. Expérience dramatique aussi, puisque une sécheresse avait entraîné une situation de famine, conduisant la population à entre guillemets, survivre par la cruauté, comme l'indique le sous-titre de la version française, dont la formulation n'est pourtant présente nulle part dans le livre, dans le texte anglais. Dans ce contexte d'extrême dénuement qui affecte particulièrement les plus fragiles, les Hik paraissent insensibles à la souffrance de leurs proches. Même, selon Colin Turnbull, je le cite, « l'infortune d'autrui était leur plus grande joie ». Les enfants se rient de vieillards squelettiques qu'ils bousculent pour les faire tomber, les parents se moquent de leur progéniture malade dont ils volent la nourriture, un homme est soupçonné d'avoir poussé sa femme mourante dans un ravin. Quand 2 ans plus tard, la situation agricole s'améliore, l'anthropologue écrit que les Hik, qui dans la pénurie avaient été méchants, cupides et égoïstes, ce sont ces termes, se trouvant désormais dans une relative abondance, je continue de le citer, se surpassaient eux-mêmes dans ce qu'on appellerait la bestialité, si ce n'était faire injure aux animaux. L'antipathie qu'il ressent à l'égard de ces hommes et de ces femmes qui l'ont accueilli dans leur village lui ont construit une hutte et ont supporté sa présence hostile se manifeste presque à chaque page jusqu'à cette conclusion. D'un monde vivant, ils ont fait un monde mort, un monde froid et sans passion, qui est sans laideur parce qu'il est sans beauté, sans haine parce qu'il est sans amour. Et dans une vision apocalyptique, il fait de cette perte d'humanité une anticipation de ce que deviendra le monde occidental. La recension de l'ouvrage que fait l'année suivante l'éminent anthropologue norvégien de l'Université de Bergen, Fredrik Barth, est d'une rare sévérité
établissant la liste des nombreux manquements à l'éthique professionnelle de cette ethnographie, à la fois dans ce qu'on sait des conditions de l'enquête et dans ce qu'on lit de sa traduction écrite. Il évoque en particulier ce qu'il qualifie de culturicide, à savoir la recommandation finale de faire appel à la force publique pour encercler et arrêter les Sikhs afin de les déplacer et de les disperser dans d'autres régions éloignées de leur lieu de résidence, autrement dit, de pratiquer une sorte de nettoyage ethnique. Pourtant, le portrait sinistre que Colin Turnbull fait de ce peuple ne correspond assurément pas au souvenir qu'en a conservé son assistant, Joseph Tolles, un jeune anthropologue afro-américain noir, qui était aussi son compagnon dans la vie. Le bref texte qu'il publia dans la version française en offre un contrepoint par le regard empathique qu'il porte sur les Sikhs, voyant dans leur attitude face à la détresse qui les accablait une forme de stoïcisme. Comme le montre le linguiste allemand de l'université de Cologne, Bernd Heine, qui a interrogé les mêmes villageois que son prédécesseur dont il révèle les multiples erreurs ethnographiques, le livre de Colin Turnbull en dit en fait plus sur l'auteur que sur la société qu'il prétend étudier. Plutôt qu'un regard lucide sur ce peuple miné par la famine, il est une confidence autobiographique sur l'inconfort dont l'anthropologue a eu l'expérience dans son enquête, l'animosité qu'il ressentait à l'égard de ses interlocuteurs, la mesquinerie qui le faisait se cacher pour ne pas avoir à partager sa nourriture, et même le plaisir qu'il reconnaît lui-même avoir éprouvé face à l'infortune des villageois. Si l'ouvrage a valu à son auteur d'être finaliste du National Book Awards, il a sans surprise été rejeté par les Sikhs qui envisagèrent même un temps de porter l'affaire devant la justice pour se défendre de ces calomnies. Alors, ces deux études, The Fierce People et The Mountain People, confirment paradoxalement la difficulté qu'ont longtemps eu les anthropologues à se saisir de la violence. Dans un cas comme dans l'autre, les biais d'étrangeté et d'exotisme associés à des manifestations troublantes d'hostilité perverse conduisent à une projection de préjugés et de fantasmes sur des sociétés que l'on continue à cette époque d'appeler primitives. Ce mécanisme psychique, qui se nourrit de notions idéologiques et de composantes imaginaires, fonctionne d'autant mieux que ces chercheurs agissent d'une façon qui les conforte dans leurs analyses, notamment en se montrant eux-mêmes agressifs et hostiles, en se réjouissant de leurs déboires et de leurs malheurs, en refusant les pratiques de partage de nourriture. Dans le cas de Napoléon Chagnon, il s'agissait même d'agir de manière à susciter la violence qu'il pourrait ensuite consigner dans son carnet de notes. Dans le cas de Colin Turnbull, il y avait la proposition faite aux autorités de recourir à la violence pour remédier à celle qu'il pensait voir partout autour de lui. Le premier se servait de ces constats pour alimenter son projet intellectuel de sociobiologie. Le second prolongeait ses observations à travers la prophétie d'une déshumanisation à venir dans le monde occidental. Alors avec ces deux auteurs, on se trouve bien au cœur de ce savage slot, ce créneau du sauvage, dont parle Michel-Rolf Trouillot, cette construction de l'autre par l'anthropologie en résonance avec les attentes d'un large public. Car si j'ai accordé quelque importance à ces deux livres, c'est qu'ils figurent encore aujourd'hui parmi les best-sellers de la littérature anthropologique, suggérant un jeu de miroir entre la production d'une connaissance savante et les représentations de sens commun, la première s'inspirant des secondes tout en les confirmant. À côté du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau, il y a en effet le sauvage cruel de Thomas Hobbes. Parallèlement à ces tentatives d'approche de la violence fortement marquées par des préjugés culturalistes, voire racistes, c'est une voie différente qu'empruntent au cours de cette même période d'autres anthropologues, et c'est celle de la violence politique. Et vous voyez le parallèle avec ce que j'ai décrit à propos de la sociologie politique de la violence dans la police et en prison. On n'est plus là dans l'exercice de la force et l'expression de la cruauté entre des individus. L'enquête porte sur le recours à la violence par le pouvoir, mais aussi par les contre-pouvoirs. Autrement dit, il s'agit aussi bien de la violence de l'État, traditionnelle, moderne, coloniale, que de la violence réactionnelle, révolution, rébellion, terrorisme.
L'élément remarquable de cette littérature est qu'elle se développe simultanément, parfois en s'enrichissant, par d'influences réciproques dans plusieurs disciplines. La Seconde Guerre mondiale et la Shoah avaient déjà donné lieu à une littérature substantielle dominée par les travaux de l'historien d'origine autrichienne de l'Université du Vermont, Raoul Hilberg, considéré comme le fondateur des Holocaust Studies, dont le livre monumental The Destruction of the European Jews paraît en 1961, puis dans une version révisée et élargie en 1985. La décennie suivante, les travaux se multiplient à l'interface de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire et de la science politique. Exemplaire de cette rencontre interdisciplinaire, Charles Tilly, professeur de sciences sociales à l'Université de Columbia, qui se définissait généralement comme sociologue, historien et politiste. Précisément par la place qu'il accorde à la violence et au conflit, ces travaux ont renouvelé à la fois les études de l'État et les recherches sur les mouvements sociaux, les deux étant dans son esprit associés. Premièrement, du côté de l'État, la célèbre formule « War made the state and the state made war », la guerre a fait l'État et l'État a fait la guerre, tirée de l'ouvrage de 1975 « The Formation of National States in Western Europe », la formation des États nationaux en Europe de l'Ouest, qui reprend un millénaire d'histoire, est devenue un lieu commun. Cette formule est devenue un lieu commun dans le domaine des relations internationales. On ne compte plus le nombre d'articles dont le titre commence par l'expression « war making and state making », faire la guerre et faire l'État, qui prolonge ou conteste sa thèse. Selon lui, en effet, plutôt que de penser l'État en termes de contrat social, comme on le fait habituellement, par lequel les citoyens lui céderaient une part de leurs prérogatives en échange de sa protection ou bien de marché sur lequel des opérateurs offriraient des services à des consommateurs, il faut l'analyser, notamment depuis l'avènement de l'État-nation, du point de vue à la fois des guerres qui l'ont constitué et de la coercition qu'il fait perdurer. 10 ans plus tard, il poursuit son analyse en concevant ce processus comme structurellement similaire au crime organisé. N'est-ce pas une forme de racket, écrit-il, lorsqu'un gouvernement promet aux citoyens une protection contre des dangers qu'il produit lui-même par ses pratiques belliqueuses contre ses ennemis de l'extérieur comme de l'intérieur? Bien que les exemples qu'il donne soient principalement historiques, on ne peut s'empêcher de penser, dans différents contextes internationaux contemporains, à la manière dont la police supposée préserver l'ordre public est utilisée contre des manifestants qui revendiquent plus de justice sociale ou moins de dégradation environnementale, ou bien à la façon dont l'armée peut utiliser l'argument de la défense du pays contre une menace existentielle pour opprimer des populations dont l'éventuelle résistance pourra justifier une répression plus terrible encore. Deuxièmement, avec The Contentious French, les Français protestataires, ce sont les luttes populaires depuis l'Ancien Régime qu'explore Charles Tilly en s'attachant à comprendre comment l'essor du capitalisme et la formation de l'État contribuent à façonner l'action collective, le premier à travers la transformation des ménages pauvres en une classe de prolétaires signifiant la perte de leurs modestes moyens de production, le second, l'État, à travers l'institution de forces de l'ordre et d'un dispositif de surveillance. Confronté à ces bouleversements générateurs de situations conflictuelles dans la relation capital-travail et dans les tentatives de contrôle étatique, les mouvements sociaux doivent s'adapter et inventer ce qu'il appelle des répertoires d'action, ces ensembles d'instruments et de tactiques utilisés dans les luttes qui peuvent aller des pétitions au boycott, des barricades aux destructions de bâtiments publics. La violence n'est donc qu'une des modalités possibles de ces protestations du peuple contre le capital et contre l'État. Au cours de la même décennie, un autre remarquable exemple de pluridisciplinarité est représenté par James Scott, politiste, anthropologue et historien de l'université de Yale. Son premier ouvrage, The Moral Economy of the Peasant, l'économie morale du paysan, paru en 1976, est avant tout un travail historique,
notamment dans le fond des archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Le concept d'économie morale, qu'il utilise dans son titre, avait été introduit quelques années plus tôt par l'historien marxiste britannique Edward Palmer Thompson, d'abord de façon furtive dans son grand livre The Making of the English Working Class en 1963, la fabrication de la classe travailleur britannique, anglais, puis de manière élaborée dans un article de la revue Past and Present sur les rébellions paysannes en Angleterre, intitulé The Moral Economy of the English Crowd in 18th Century, l'économie morale de la foule anglaise au XVIIIe siècle, qui est paru en 1971. Contrairement aux thèses matérialistes qui désignent comme émeute de la faim les révoltes populaires face à des hausses des prix de denrées ou à des malversations de commerçants, ce qui revient, disait-il, à en faire des réactions spasmodiques à des stimuli physiologiques, il affirmait, lui, que ces protestations violentes des paysans résultaient d'une violation des normes et des obligations existant dans l'économie traditionnelle. Autrement dit, d'une rupture du contrat moral liant des agents dans des situations d'inégalité qui n'étaient plus tolérées par les dominés dès lors que les règles n'étaient plus respectées par les dominants. Le livre de James Scott porte sur un sujet proche qu'il aborde dans les mêmes termes théoriques puisqu'il s'agit des économies de subsistance en milieu rural dans l'Asie du Sud-Est à l'époque coloniale et de révoltes de petits paysans survenant lorsque cette économie de subsistance se trouve menacée en période de crise frumentaire par la double pression de l'État et des grands propriétaires qui sont souvent des usuriers. C'est ce qui se produit en 1930 au Vietnam et en Birmanie lors de la Grande Dépression qui fait baisser les prix du riz, rendant les paysans sans terre insolvables au regard tant des impôts collectés par l'État que des remboursements d'emprunts auprès des grands propriétaires. Aux méthodes coercitives employées par le pouvoir colonial, son armée et ses milices, les paysans opposent diverses formes de résistance allant de rassemblements qualifiés de séditieux pour demander un délai pour le paiement de leurs dettes à des destructions de bâtiments administratifs en représailles aux services infligés par les forces de l'ordre. Ces actions, qui sont souvent encadrées par des militants communistes, sont généralement suivies de lourdes répressions. Se focaliser sur ces rébellions serait cependant céder à une forme de romantisme idéalisant la résistance populaire, souligne James Scott. Car elles demeurent exceptionnelles et lorsqu'elles se produisent, ajoute-t-il, elles ne débouchent jamais sur des révolutions susceptibles d'inverser les rapports de force. En fait, je le cite, de la violence, le paysan est bien plus fréquemment la victime que l'auteur. L'inaction collective est la règle, l'action collective l'exception. Dès lors, deux hypothèses peuvent être avancées. Soit les paysans sont fatalistes et s'accommodent de leur situation, soit ils sont tellement opprimés qu'il leur est impossible de protester. C'est cette seconde explication sociale, plutôt que la première culturelle, que retient James Scott. Et c'est ce qu'il conduit dans son livre suivant, Weapons of the Weak, les armes des faibles, a entièrement réorienté son enquête, qui est cette fois ethnographique et non plus historique, avec un terrain de 2 années dans un village en Malaisie. Reconnaissant l'erreur commune qu'il avait identifiée, consistant à idéaliser les luttes, il s'attache désormais à comprendre ce qu'il appelle les formes quotidiennes de la résistance. La lutte, je le cite, la lutte ordinaire mais permanente entre la paysannerie et ceux qui cherchent à extirper leur travail, leur nourriture, leurs impôts, leurs rentes. Ce sont des pratiques consistant à ralentir l'activité, simuler le respect, feindre l'ignorance, chaparder, calomnier, voire incendier ou saboter. Il ne s'agit plus donc de violence proprement dite, mais il ne s'agit pas non plus de non-violence. On est dans le registre de la dissimulation et de la tromperie. À la frontière entre plusieurs disciplines, E.P. Thompson, Charles Tilly, James Scott inaugurent respectivement une histoire, une sociologie, une anthropologie politique du conflit qui empruntent à des degrés divers aux thèses marxistes et weberiennes, même lorsqu'ils ne s'en réclament pas explicitement. En se plaçant ainsi à la fois du côté du pouvoir et plus encore du côté de la résistance au pouvoir, il montre à la fois la violence à l'œuvre du côté de l'État,
du capital, du marché, de la colonie, et la violence en retour du côté de ceux qui subissent cette oppression et cette exploitation, tout en montrant l'asymétrie, L' asymétrie, de ces violences, celle des dominants s'imposant généralement, tandis que celle des dominés se manifeste rarement, soit par anticipation de la répression, soit par recherche d'autres modes d'action qui ne reproduisent pas celui des pouvoirs politiques, économiques ou coloniaux qu'ils combattent. À côté de ces œuvres importantes en ce qu'elles dessinent les contours de l'étude de la violence comme phénomène politique et non pas simplement interpersonnel, deux livres moins influents mais néanmoins importants abordent un thème qui occupera une place croissante 2 décennies plus tard, l'usage de la terreur comme arme politique. En 1969, le sociologue états-unien Eugene Victor Walter publie Terror and Resistance, a Study of Political Violence, Terreur et résistance, une étude de la violence politique. L'auteur affirme non sans raison qu'il s'agit du premier effort systématique pour développer une théorie générale du terrorisme. L'originalité de son enquête est double. D'une part, il ne s'intéresse pas aux mouvements qui tentent de renverser des pouvoirs en place, mais à ce qu'il nomme le régime de terreur mis en œuvre par ces pouvoirs, en se demandant pourquoi des hommes qui jouissent déjà d'une autorité, je le cite, décident de gouverner par la violence et par la peur. Autrement dit, il revient à l'origine du mot « terreur », qui désignait initialement, comme vous le savez, une politique menée par l'État, en l'occurrence celle du régime d'exception établi en France par la Convention sous la Première République entre 1792 et 1794, alors que l'usage s'est ultérieurement déplacé vers les agents non étatiques commettant ou menaçant de commettre des actes violents présumés entraîner des réactions de peur dans la population, en épargnant ainsi aux États ce qualificatif, quand bien même leurs actions correspondent très souvent et très exactement à cette définition. D'autre part, il fait porter son analyse sur des sociétés africaines prémodernes, mais ne se prive pas d'évoquer d'autres contextes, notamment de situations coloniales et de régimes totalitaires. Pour l'essentiel, son enquête s'attache néanmoins à l'Afrique australe et plus particulièrement à l'Empire zoulou, sous l'autorité de Shaka entre 1816 et 1828, période au cours de laquelle de nombreux massacres et assassinats furent perpétrés par ce chef militaire redouté. Mais au-delà de cette monographie, il s'agit de comprendre, selon lui, pourquoi un régime de terreur en vient à s'imposer, à quelles conditions il arrive à se maintenir et comment, sous certaines conditions, il peut être évité ou combattu. Il s'agit bien d'un régime de terreur et non pas d'actes isolés de terrorisme. En 1977, l'anthropologue britannique de l'université de Cambridge, Edmund Leach, aborde à son tour la question de la terreur à l'occasion des fameuses Munro Lectures, avec comme titre « Custom, Law and Terrorist Violence », la coutume, la loi et la violence terroriste. Il s'agit de brefs essais dans lesquels la question du terrorisme n'occupe au fond qu'une place marginale, mais dont l'argument central est que pour commettre un acte de cette nature, il faut pouvoir établir avec ses victimes potentielles une distance morale qui dévalorise leur vie. De ce point de vue, écrit-il, je le cite, « L'attentat à la bombe dans l'aéroport de LaGuardia en 1975 relève du même type d'outrage à la moralité communément accepté que le largage de la bombe atomique sur Hiroshima en 1945. Dans la mesure où, ajoute-t-il, ces exemples d'assassinats terroristes indiscriminés révèlent que le criminel inconnu dans le premier cas et le président des États-Unis dans le second doivent nécessairement, pour accomplir leurs gestes, considérer, je le cite, les victimes potentielles de leurs bombes comme étant radicalement différentes d'eux, des sous-humains. Cette similitude échappe cependant à la majorité qui sépare le groupe terroriste de l'État terroriste, le second paraissant légitime dans sa vengeance contre le premier. Et de conclure, je cite toujours Edmund Leach, « Aussi incompréhensible que les actions de terroristes puissent sembler, nos juges, nos policiers, nos politiciens ne doivent pas oublier que le terrorisme est une activité d'êtres humains qui sont nos semblables. » Remarquable rappel d'une évidence souvent négligée de la part d'un homme connu pour ses travaux d'anthropologie politique de la société birmane, à un moment où la question du terrorisme commençait à occuper une place croissante dans l'espace public et à donner lieu
aux réponses les plus déshumanisantes. Pour conclure l'exercice auquel je viens de me livrer, au cours de ces 2 premières leçons, c'est un exercice de réflexivité, mais de réflexivité d'un genre particulier, car il ne s'agit pas d'introspection personnelle, mais d'une enquête sur les conditions de possibilité et les processus de construction d'un objet de connaissance, à savoir la violence. La notion de réflexivité a notamment été développée par le philosophe pragmatiste et psychologue social de l'Université de Chicago, dont j'ai évoqué tout à l'heure le nom, George Herbert Mead, qui dans Mind, Self and Society, l'esprit, le soi et la société, publié en 1934, caractérise notamment l'être humain par sa capacité à devenir un objet d'analyse pour lui-même, en même temps qu'à entrer dans un processus de compréhension des autres. C'est ce que j'ai essayé de faire en ouverture de ce cours, en mettant en œuvre cette faculté intellectuelle et en faisant des sciences sociales un objet d'analyse pour elles-mêmes d'une part, et en les interrogeant sur leur processus de compréhension des sociétés d'autre part. Exercice de réflexivité dirigé vers leur propre production de savoir et vers le monde qu'elles prétendent décrire et interpréter. C'est ce même exercice auquel je m'étais livré dans l'ouvrage collectif que j'ai dirigé avec le sociologue de l'Université de Michigan, George Steinmetz, qui s'intitule « The Social Sciences in the Looking Glass », qui est un titre évidemment inspiré de Lewis Carroll. Le travail d'introspection disciplinaire que j'ai essayé de mener autour de la violence souligne le contraste entre cette lenteur des sciences sociales à se saisir de l'objet qu'est la violence et la multiplicité des écrits de philosophes, d'intellectuels, d'écrivains qui s'en emparent, de George Sorel à Simone Weil, de Walter Benjamin à Hannah Arendt, d'Albert Camus à Frantz Fanon, tout au long des premières décennies du XXe siècle et jusque dans les années 1960. Je vous remercie.